Bienvenue dans Zéro Excuse, le podcast où le sport se raconte sans filtre. Ici, pas de record ni de médaille, ou presque. On parle du reste, de ce que ça coûte, de ce que ça change, de ce que ça cache aussi. Corps, esprit, pression, identité, blessures visibles ou invisibles. On entre dans les coulisses du sport, là où les excuses n'ont plus leur place, mais où la vérité mérite aussi d'être entendue. Zéro Excuse, c'est maintenant que ça commence. Alors normalement, c'est ici que je devrais vous sortir son CV, mais on ne va pas faire ça parce que vous connaissez déjà le skieur, vous avez vu les courses, vous avez entendu parler des blessures, du retour, de l'exploit d'ailleurs il y a peu. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on ne voit pas, ce que les gens croient savoir aussi et tout ce qu'ils ignorent. L'homme derrière les chronos, derrière les opérations, derrière la pression aussi. Et c'est pour ça que je suis vraiment heureuse d'accueillir aujourd'hui Armand Marchand dans ce premier épisode. Armand, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être là quelques jours en plus après avoir marqué l'histoire pour la seconde fois d'ailleurs. Comment ça va? Bien, j'imagine. Ouais, très bien. Oui. C'est sûr que là, depuis quelques jours, ça va plutôt pas mal, quoi. Non. Content d'être aussi d'être rentré un peu à la maison, d'être auprès de ses proches et de vivre aussi un peu ça avec les personnes avec qui tout a commencé. Alors c'est sûr que non, franchement, je suis content d'être ici. L'état d'esprit doit être excellent, on imagine, après un week-end comme celui que tu viens de vivre. Je rappelle peut-être pour ceux qui n'auraient pas l'info, on ne sait jamais, une deuxième place en Coupe du Monde en Autriche, premier podium mondial, ça doit faire du bien. Ouais, bah ça démarre bien la saison, surtout que j'ai fait une première Coupe du Monde à Lévis la semaine avant qui s'est pas très bien déroulée, mais je sentais que je skiais bien et qu'il y avait moyen de faire en tout cas une très belle course et ça a été le cas. Alors non, franchement, c'est sûr que je me rends peut-être pas forcément compte de marquer l'histoire de mon pays. Après, beaucoup de gens m'en parlent. Du coup, c'est sûr que ça a vraiment un énorme impact et j'en suis vraiment très très fier parce que il y a eu tellement de choses avant ce résultat que non, c'est juste une super sensation et une belle étape dans ma carrière. Tellement de choses d'ailleurs, on va avoir un peu de temps pour parler de tout ça. Justement, quand tu repenses à tes tout débuts en ski, est-ce que tu te souviens peut-être de l'idée, ce qui t'a donné envie de commencer tout ça? Commencer, c'était surtout avec mes parents qui adoraient ça. Moi, j'ai suivi surtout mes parents. À l'âge de 2 ans et demi, on partait à la montagne skier avec eux. Ils nous prenaient en camping-car et on allait d'abord dans les Vosges et puis après on a un peu divagué sur les Alpes. On est parti après en Autriche, en Italie, en Suisse. Et puis une personne nous a dit qu'il y avait un ski club en Belgique, le ski club de Malmedy, où là j'ai intégré ce ski club-là. Et entraîné par Daniel Misson et Martine Misson, qui est aussi très très fier du résultat, parce que c'était un peu, c'est aussi un peu à la base de beaucoup de choses. Et puis après, il y a une fédération francophone belge de ski qui s'est créée, où là j'ai fait, je devais avoir 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Non, pas avant. Je pense avoir 10 ans. Et j'ai fait de 10 à mes 12 ans à la fédération. Et puis la structure s'est un peu dissoute. On était 10 athlètes, il y en a 8 qui sont partis de la fédé. Sur les 8, j'en faisais partie. Et c'est en 2010 que j'ai rencontré mon entraîneur, enfin on va dire mon mentor, quoi, Raphaël Burtin, qui est un entraîneur français, un ancien coureur français. Il a fait les Jeux Olympiques pour l'équipe de France. Il a fait 10 ans en Coupe du Monde. Et il a vu directement que j'avais des bonnes capacités et que j'étais très motivé. Il a proposé un projet aux différents parents, parce qu'à la base du groupe, on était 8 jeunes de différentes familles. Et il a vu qu'on était tous motivés, qu'on avait tous vraiment envie de progresser dans le ski, sans vraiment avoir aucun objectif de haut niveau. C'était vraiment au début, on faisait des stages et on allait faire quelques courses, mais d'abord c'était plus performer sur le circuit belge, encore mieux performer sur le circuit belge. Même si on n'est pas beaucoup, il y a un petit circuit qui se déroule dans des différentes stations en Autriche, en Suisse, en France.
Et j'ai commencé à faire quelques courses un peu plus dans d'autres pays, en Suisse, en France. Et voilà, du coup, au début, vraiment, le début du projet, c'était plus ça. Et après, il a vu que ça allait pas mal et il a proposé aux parents de vraiment créer un truc plus sérieux où là, on partait les 60 jours de ski l'été. Les 4 mois d'hiver, on les passait à la montagne et on s'entraînait autant, voire plus qu'un Français. À ce moment-là, parce que moi j'avais du retard par rapport à un Français qui depuis tout jeune il est en ski club. Moi j'avais quand même du retard à ce niveau-là et il fallait vraiment faire beaucoup de journées sur les skis. À partir de mes 12 à mes 16-17 on va dire, je skiais quasiment tous les jours quoi. À l'hiver j'étais tous les jours sur les skis pour attraper ce retard que je pouvais avoir avec les Français, faire des kilomètres. Et ça a porté ses fruits parce qu'en U14, U16, j'ai été très performant. J'ai été champion de France, j'ai gagné des courses internationales en U14. J'ai fait des très très bons résultats en U14, U16. Et ça indiquait une belle progression et surtout que ça pouvait être pas mal pour les années suivantes où là vraiment quand on rentre en U18 à partir de à la fin de ses 17 ans, début de 18 ans, là on rentre dans le monde de la FIS, vraiment des courses internationales et là c'est vraiment la vraie carrière commence parce que il y a tellement de jeunes, enfin moi j'ai tellement d'amis qui étaient très performants en U16 et qu'ils n'ont pas passé le cap U18 quoi. Nous on appelle ça le cap FIS. FIS c'est Fédération internationale de ski et c'est là où on rentre sur des courses où il y a plus vraiment d'âge. On est au départ avec des mecs qui peuvent avoir 30 ans. Comme nous, on va avoir nos 18 ans, quoi. Des mecs qui ont beaucoup plus d'expérience, des meilleurs points, des meilleurs classements. Et nous, on arrive là, on est non classé, on part très loin. Et on est très jeune, on n'a pas d'expérience. Et on rentre dans un gros bain. Et là, le choc, c'est vraiment, on rentre dans l'arène, quoi. Le choc, il est assez dur. Et c'est vraiment les 2 premières années FIS où il y a un énorme entonnoir qui se fait. Il y a beaucoup de gars qui arrêtent parce que ouais, c'est dur, c'est des journées. Moi, je me rappelle, franchement, si on me dit tu dois revivre tes premières années FIS là maintenant, je réfléchirai à 2 fois parce que c'est des dures journées. Tu démarres à la fin, la piste elle est démontée, tu fais un temps de merde. Deuxième manche, pareil, tu démarres loin. Tu finis à 5-6 secondes des premiers, mais au moins tu as marqué quelques petits points qui vont te faire avancer pour la suite. Mais c'est vraiment des journées à rallonge où tu prends pas beaucoup de plaisir, quoi. Mais bon, tout le monde doit passer par là et comme je dis, c'est l'entonnoir et au final, on est de moins en moins. Et puis les années on se sont enchaînées. On a commencé à partir en Argentine l'été. Comme ça, je pouvais commencer à faire des compétitions aussi là-bas. Et puis à l'âge j'avais 18 ans, j'allais avoir 19 et j'ai marqué mes premiers points en Coupe du Monde à Val d'Isère. Et avant ça, justement, avant de marquer ses premiers points, parce que là on l'a entendu, tu as beaucoup voyagé, très jeune, niveau familial, niveau scolaire. Comment c'est possible? On sait qu'à ce moment-là, tu habitais du côté de Timistère. Bon, Timistère, il n'y a pas beaucoup de neige, enfin si, un petit peu en hiver, mais de là à monter sur des skis, c'est encore autre chose. Comment on organise tout ça? On imagine que la famille aussi était fort derrière toi? Ah ouais, c'est vraiment un énorme projet familial, quoi. Quand on partait quand on était jeune, justement, U14, U16, on était en France et en fait c'était ma maman. On avait un petit chalet de 30 mètres carrés dans un camping, enfin une sorte de bungalow plutôt. Un chalet, ça, ce serait un peu prétentieux. C'était vraiment un bungalow comme on peut retrouver à Blankenberg, quoi. C'était vraiment ça à la montagne, déguisé en chalet. Et au final, on était 6 jeunes dans 30 mètres carrés plus ma maman, du coup quasiment 7 personnes avec les affaires de ski, tout le bordel. Du coup, vous imaginez que c'était une sacrée organisation et ma maman, elle s'est énormément dédiée à ce niveau-là. Elle a fait, elle nous donnait cours après le ski et puis Raphaël venait nous chercher au chalet. On partait s'entraîner et ça, on a fait ça deux saisons dans ce chalet-là. Après, on est parti vivre chez Raphaël. Et là, c'était beaucoup plus, on va dire, c'était un peu plus simple. Mais non, c'est vraiment une grosse histoire de famille et c'était plein de super souvenirs, quoi, surtout dans ces années-là, parce que t'as pas, enfin, je sentais que j'aimais, en tout cas, j'aimais skier, j'aimais m'entraîner physiquement déjà à cet âge-là, mais tu t'imagines pas aller sur la Coupe du Monde. T'as envie d'y être, mais
C'est juste que ça te paraît tellement loin et t'es juste en train de profiter avec tes potes, quoi. Parce que moi, maintenant, je suis dans un groupe tout seul où j'ai un encadrement qui est vraiment que pour moi. Mais à l'époque, on était plusieurs jeunes et on s'amusait comme des malades, quoi. J'ai des souvenirs de stage où on se marrait comme des fous. On a fait un peu deux, trois souks dans des hôtels, mais non, c'était des super souvenirs, quoi. C'est vraiment, pour moi, dans mes meilleurs souvenirs en ski, c'est vraiment ces moments-là, parce que c'est comparé à un jeune qui est à l'école, c'est des vies totalement différentes, quoi. Moi, j'allais, les 4 mois d'hiver, j'étais pas à l'école. Une grosse partie d'été, j'étais pas là aussi. Et c'est juste des expériences de vie complètement différentes, quoi. Des moments très durs aussi, parce que déjà quand t'es jeune et que t'as des courses qui se passent pas bien, ou même physiquement c'est dur, ou t'es crevé, des choses ainsi. Quand t'es jeune, voilà, t'as pas de ton rythme d'école normalement qui est établi, et puis voilà, il se passe un peu peut-être des amourettes d'école qui te rendent un peu triste, mais sinon quand t'es au ski, il y a d'autres choses. T'es vraiment mis je dirais, dans la vraie vie assez tôt, quoi. T'as pas eu l'impression de perdre justement ta jeunesse? On entend, t'en as des super souvenirs, mais c'est vrai qu'avec un emploi du temps comme celui que t'avais, t'as jamais regretté tout ça, ce côté de profiter de la vie justement, peut-être plus qu'un autre? Moi, de ton âge? Pas vraiment. Déjà, j'aime pas l'école. C'est dit. Voilà, je suis pas très scolaire, quoi. J'ai du mal à rester assis plusieurs heures durant, écouter le prof et tout ça. À un moment donné, je perds la concentration et je sais pas comment expliquer. À un moment donné, j'ai une boule d'énergie en moi et j'arrive plus, j'enregistre plus rien, quoi. Et ça, on va dire, par chance, j'ai trouvé le ski. Et non, pour moi, c'était pas vraiment. On vivait tellement des moments énormes quand on était jeune, on était déjà hyper indépendants. Quand on était juste le groupe de jeunes et Raph, avec Rafi, mais des fois, Rafi faisait d'autres trucs et nous, on devait attaquer à faire à manger, on devait attaquer à faire nos lessives et tout ça, mais à 14, 15 ans, voire même plus jeune, quoi. Et ça, on découvrait vraiment la vie, une vie en communauté, à aussi. Faire des concessions pour les autres, plein de choses, quoi, avoir de l'empathie, toutes ces choses-là. Et comme je dis, c'est des moments de vie qui étaient vraiment énormes, quoi. Moi, en tout cas, j'en garde des super souvenirs. Et ça, au final, c'est très difficile quand je raconte ça à mes amis que j'ai toujours gardé. Ici, j'ai un groupe de 5 potes, on s'appelle Majra, c'est le début de nos lettres de prénom. Et pour eux, quand je leur raconte un peu mes expériences de ski et tout ça, ils ont un peu du mal des fois à comprendre. Mais après, quand on revit des choses avec mes amis de ski, là, c'est des liens qui sont vraiment à la vie, à la mort, quoi. On a vécu des choses tellement profondes ensemble, si jeunes, que même si on s'appelle pas pendant 2 ans, quand on se revoit, c'est juste, il y a quelque chose de spécial, quoi. C'est ça qui te rend peut-être le plus fier de toutes ces années-là, ces années où finalement tu apprenais à être celui que tu es aujourd'hui. Ouais, c'était. Tu t'en rends pas trop compte, t'es jeune, quoi. Mais c'est juste que tu dis, mais si je suis comme ça, je serai sûrement une meilleure personne. Si je fais ça, je serai sûrement aussi un meilleur athlète et toutes ces choses-là. Et si ton entraîneur, quoi, Rafi, c'était vraiment quelqu'un qui a compté énormément pour moi, parce que il m'a entraîné de mes 12 ans à mes 24 ans, entre un gars de 12 ans et un gars de 24. Je pense que c'est plus vraiment la même personne, et il m'a appris énormément de choses sur les skis, en dehors des skis, je pense même plus en dehors des skis que sur les skis. Et c'était quelqu'un qui a énormément compté, pour moi, et j'ai vraiment appris à évoluer à ses côtés, quoi. Alors, c'est souvent évidemment à ce moment-là, quand on est jeune, que le mental aussi commence un peu à se forger. Tu l'as dit toi-même, un garçon de 12 ans, un homme de 24, c'est plus du tout la même personne. Quand tu repenses à tes débuts, est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, tu avais déjà un mental fort comme tu peux l'avoir aujourd'hui? Moi, j'avais des dispositions à avoir des bonnes qualités mentales, mais je pense que c'est vraiment ton parcours, comment tu te forges, tout ça. J'ai eu quelques petites blessures quand j'étais jeune. Puis Rafi était très exigeant aussi avec nous, quoi. Il voulait vraiment des fois, quand j'y repense, des fois il était très dur avec nous. Même quand je reparle avec d'autres personnes du groupe qui étaient avec moi, avec Mathilde Nelles, avec Thibaut De Witt, ces personnes-là. Et on se disait, putain, il était quand même vraiment dur avec nous, quoi. Mais d'un autre côté, j'en suis hyper reconnaissant, parce que grâce à ça, je suis où je suis maintenant. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui étaient vraiment très, 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 très dures quand on était très jeune, quoi.
Ouais, où tu t'es juste au fond du fond, enfin mais tu dois continuer à t'entraîner, c'est ça qui est un peu la grosse différence, je pense, peut-être entre j'ai pas envie de dénigrer, mais entre un jeune d'aujourd'hui et quand moi, à l'époque où je m'entraînais, quoi, parce que quand ça allait pas bien, on retournait à l'entraînement alors qu'on avait peut-être pas forcément envie, on avait juste envie de chialer, on avait juste envie de rester dans notre lit et plus entendre parler du ski, mais non, il fallait... il n'y avait qu'une seule solution, c'était de retourner sur les skis, retourner s'entraîner et se tirer dessus, quoi. Tandis que je pense qu'aujourd'hui, si à un moment donné on est un peu en mode burn-out à l'école ou quoi que ce soit, ce qui est complètement compréhensible, hein, je ne suis pas là pour dénigrer tout ça, mais c'est juste qu'on met vite les là, on prend du temps et pour, je pense, peut-être une évolution d'une personne normale, c'est peut-être ce qu'il faut faire, quoi. Mais en tout cas, moi, ça s'est pas déroulé comme ça. Et même quand j'étais au plus bas, il fallait quand même retourner au travail. Et c'est là où je pense que tu apprends. Quand tout se passe, comme on dit toujours, quand tout se passe bien, tout se passe bien. T'es là, tu profites, machin. Mhm. Et quand quand ça va pas bien, c'est là que c'est vraiment difficile, quoi. C'est là que tu te dis, ok, bon, allez, on retourne à l'entraînement, il faut être encore plus impliqué parce que quand tout va bien, s'impliquer dans le projet, c'est facile, quoi. Mais quand ça va mal, te lever, te faire du mal à la muscu, toutes ces choses-là, voilà, c'est là que ça devient, que tu te forges vraiment, quoi. Ça se construit finalement le mental. Ouais, c'est vraiment ton parcours. Comment tu as réagi aux différentes situations, comment tu as pu réagir face à des victoires, face à des défaites, face à des doutes. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont plus dans l'éducation. J'ai toujours vu mes parents... c'était toujours des battants. Mon père, il disait toujours quand il était petit, ouais, les marchands, ils sont jamais fatigués. Du coup, moi, je voulais jamais, même quand j'étais crevé en stage et que j'en pouvais plus, je dis, ah, je suis pas fatigué. Mon père, il me dit, non, je suis pas fatigué. Il dit, c'est juste la douleur qui fait mal, ou des trucs ainsi que mon père pouvait me dire. Et c'est pas, ils vont croire que c'est un fou, mon père. Mais non. C'est vraiment, c'est juste un peu des répliques un peu à la rigolade qui nous balançaient. Mais je pense que c'était un peu ça qui m'a aussi forgé dans le ski. Ouais. Est-ce que tu te souviens peut-être d'un moment où ce mental, justement là, peut-être plus fort, forgé, on l'a compris, par l'éducation, allait vraiment faire la différence? Bon, blessure, on va dire. Je pense que là, c'est sûr que ça m'a vraiment aidé. Pour revenir un peu sur mon fil de mon histoire, du coup, je marque mes premiers points en Coupe du Monde en décembre 2016. J'avais 18 ans, j'allais bientôt avoir 19. Et après, en janvier 2017, là, je m'explose le genou. Le genou Pas une gauche. petite blessure. Non, littéralement, c'est comme si tu faisais un accident de voiture avec la jambe tendue et que ton fémur venait exploser ton genou. Vraiment, j'avais quasiment plus de genou. J'avais plus de plateau tibial, j'avais plus de ligaments croisés, j'avais plus de ligaments latéraux, j'avais plus de ménisque. C'était vraiment un éclatement du plateau tibial. C'est pas juste une fracture. Et ils ont dû, je me suis fait opérer à Anvers par le professeur Verdonk. Et justement, il y avait 3 orthopédistes lors de la grosse opération pour essayer de remettre le genou dans la manière la plus ergonomique possible pour que je puisse refaire du sport. Bon, déjà, avoir une vie normale. Et après, on verra à fur et à mesure le sport, quoi. Surtout quand ma mère était vétérinaire et quand elle a vu les radios de mon genou, elle s'est dit, ok, bon, là, il y a quand même vraiment, ça va être chaud, quoi. Ça va vraiment être compliqué. Elle sait lire une radio, elle voit quand un genou, il est bien ou vraiment pas bien. Et là, il était vraiment pas bien. Et là, quand elle a vu ma radio, elle a dit waouh, là, mon fils, je crois que le ski, ça va être vraiment très, très compliqué, quoi. Mais ils me l'ont jamais dit. Ils m'ont jamais dit, alors clairement, ça va être chaud. Mais bon, je connais le visage de ma mère quand elle rentre dans la chambre d'hôpital en Suisse après l'accident et que tu vois bien qu'elle a pas le même visage que d'habitude et que tu dis, ouais, ok, ce que tu t'es fait là, c'est pas juste une bête blessure, quoi. T'as compris assez vite ce que ça pouvait impliquer, cette blessure-là? Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, c'est clair. Mais je sentais que ça allait m'éloigner du circuit pendant un moment, quoi. Mais c'est juste que moi, c'est difficile. Déjà, t'as tellement mal. Je me souviens que ça m'a quand même vraiment fait très, très mal. Et puis même, je venais de vivre un mois avant le plus grand haut de ma carrière. J'étais très jeune. Premier moment où tu marques l'histoire du ski. Premier belge à marquer des points en Coupe du Monde en ski alpin. Très jeune aussi. Parce que j'avais 18 ans. Et même dans le monde du ski, des mecs qui ont 18 ans et qui marquent des points en Coupe du Monde, c'est hyper rare.
On n'était que 2 cette année-là. Et le deuxième, c'était Marco Dermat, qui est maintenant, il a gagné 3 fois ou 4 fois le classement général. C'est un monstre. Il va battre tous les records. On était que 2 gars cette année-là, cette saison-là, la saison 2016-2017. 2016-2017, ouais, à avoir marqué des points en Coupe du Monde. Et derrière, voilà, il m'est arrivé cet accident. Et non, c'était vraiment. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais ouais, c'est sûr que ça a mis 2 ans, 2 ans et cette opération. Du coup, j'ai fait que opération, rééducation, opération, rééducation, opération, rééducation. Quoi, j'ai fait que ça pendant 2 ans, quoi. Et c'était non, là, c'est sûr que là, le mental, là, pour le coup, pour se forger le mental, c'était une sacrée épreuve parce que je me suis, enfin, on va dire, heureusement, je venais de goûter juste avant à ce que j'avais travaillé tellement ces années avant avec Raph, étant U14, U16, où justement, quand j'expliquais étant jeune, avoir déjà des gros challenges mentaux. Et là, je venais juste de goûter à avoir la récompense de tout ce qu'on avait mis en place. Et juste après, on m'enlève tout et peut-être vraiment tout, quoi. Mais non, j'ai vraiment pas voulu me laisser abattre par ça. Et j'ai eu plein de moments de doute. Il y a plein de fois où je me suis dit que ça allait pas le faire. Mais je sais pas, je me rappelle, je sais plus dire entre quelle ou quelle opération. Mais j'étais là, de toute façon, si là, ici, ça va pas trop, c'est pas grave, je referai d'autres challenges dans ma vie. Je sais pas, j'essaierai de faire un Ironman ou j'essaierai de faire d'autres trucs, quoi. Et je sais pas, en me disant ça m'a mis un petit moment et je me dis, mais au final, si tu veux vraiment un énorme challenge, c'est de revenir, quoi. C'est de revenir. Si tu reviens, là, c'est de loin ton plus gros challenge d'une vie, quoi. C'est ça qui t'a porté, vraiment? Ouais, vraiment. Je me suis dit, ok, c'est vraiment le challenge que j'ai envie de mener, c'est vraiment la bataille que j'ai envie de mener parce que, ouais, c'était. Ouais, je pense que ça se méritait, ça valait le jeu la chandelle et je voulais vraiment revenir. Et derrière, du coup, t'es drivé, quoi. Je sais pas, t'es obnubilé. C'est comme on dit, avoir une flamme en soi. Là, c'était un feu, c'était un brasier, quoi. C'était vraiment hyper puissant en moi et tout ce que je faisais, c'était vraiment pour revenir. Et d'un autre côté, ce qui est à bien et pas bien dans la blessure, c'est que t'es un peu oublié de tout le monde aussi. Du coup, tu peux vraiment te concentrer à fond sur ce que tu fais, mais d'un autre côté, comme tu es oublié, il n'y a plus personne qui sont des fois enclins à t'aider ou quoi que ce soit quand tu es aussi dans des moments difficiles. Quand tu as une opération, 2 opérations, 3 opérations, à un moment donné, les mecs qui est marchand, il est borné, c'est plus de la résilience, c'est de l'obsession, quoi. Et alors que pas du tout, moi je savais vraiment qu'il y a moyen d'y aller, et surtout que grâce à mon chirurgien, lui, il sentait que j'étais motivé et lui aussi, mais il avait vraiment, il était vraiment confiant sur le projet. Et je pense qu'il dit, il va me prendre pour un fou parce que dès ça allait pas mon genou, c'était un peu ces moments-là de les gros moments de doute, c'est quand on faisait opération, rééducation, mais ça allait pas et on se demandait s'il y avait quelque chose à faire, quoi, s'il y avait une opération qui pouvait peut-être régler ce petit problème, quoi. Et c'était le méga stress la veille avant d'aller voir le chirurgien parce que je me dis, là, si le chirurgien il me dit, ok, Armand, c'est terminé. Ça fait déjà 4 fois, 5 fois qu'on rentre dans ton genou. On a déjà tout regardé, on a déjà tout fait. Stop, quoi. Là, c'est plus, on fait plus du mal que du bien, quoi. Et moi, c'est vraiment ça, ces moments-là où je me dis, j'avais vraiment peur qu'ils me disent quelque chose comme ça, quoi. Et quand il me dit, ok, lui, il prend un peu avec des pincettes. On va peut-être devoir te repérer. Moi, j'avais une banane de malade. Je me dis, yes, c'est pas fini. Il y a encore une solution. Il dit, mais il est fou, ce mec, ou quoi. On va encore le repérer. Il va être encore reparti pour je sais pas combien de mois de rééducation, mais il est comme un dingue, quoi. Mais c'est juste que le projet allait continuer et qu'il y avait encore une chance d'y arriver. Mais c'était vraiment ces moments-là, c'est quelques semaines avant d'aller revoir le chirurgien pour dire faire un bilan, où là c'était vraiment les moments les plus durs pour moi, quoi. On imagine que l'entourage aussi, quand ça arrive, quand quelque chose comme ça arrive, tu as beaucoup parlé de tes parents, de la tête de ta maman en vue de la radio. On imagine que leur soutien à eux, le soutien des amis aussi doit être important. Et puis peut-être qu'aussi, voilà, arriver au top de sa carrière, comme tu l'as dit, et puis il y a cette blessure, ça doit permettre de faire un tri aussi, peut-être, dans son entourage. Ouais. Après, j'ai toujours gardé un cercle très proche. Je me suis jamais...
Je suis à l'aise avec les gens, mais je suis pas le mec le plus sociable du monde non plus. J'aime vraiment bien être tout seul et tout ça. Du coup, je suis pas un mec qui brasse trop. Mais comme je dis, j'avais mon groupe Majra qui était avec moi et qui c'est sûr, qui m'ont vraiment fait beaucoup du bien. Et puis mes parents qui étaient vraiment là aussi. Qui était vraiment là pour moi et j'avais une copine à l'époque aussi durant cette blessure qui m'a aussi pas mal soutenu. Et non, cet entourage-là, ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Et surtout, mon entraîneur qui était aussi... je pense que si lui, à un moment donné, je voyais que son niveau de confiance dans ce projet de retour était sur le déclin, là, je pense que ça m'aurait vraiment fait du mal. Mais non, il était toujours à fond. Et puis, surtout mon kiné, Thibaut Schnitzler, qui lui, toujours mon kiné préparateur physique à l'heure actuelle. Et vraiment, lui, il était passionné, il adorait le projet et aussi, il sentait que j'étais prêt à tout faire, quoi. Et je pense quand tu as un préparateur physique, quand tu es préparateur physique kiné et que tu vois que tu as un athlète comme ça entre les mains et que tu peux lui faire tout ce que tu veux, parce qu'il est prêt à encaisser pour revenir, et ben ça, c'est hyper motivant et c'est galvanisant pour tout le monde. Je pense que tout le monde a cru au projet parce qu'ils ont vraiment vu en moi que j'allais pas lâcher, quoi. Et je pense que c'était surtout ça qui a fait que je suis quand même l'acteur principal de l'histoire. Si à un moment donné, ils sentent que je suis un peu en train de plonger, là, ils essaieraient de me remonter le moral. Mais non, moi j'ai toujours... Puis je suis pas quelqu'un qui extériorise énormément, ça c'est un de mes gros problèmes aussi, même toujours à l'heure actuelle, même avec mon équipe et tout ça. Je suis pas quelqu'un, même quand ça a mal ou quoi, je partage pas trop mes sentiments, quoi, mes doutes, ça va toujours. Vous pouvez demander à mes potes, ils m'ont jamais vu dans le down ou quoi que ce soit, ou même si des fois j'ai des énormes problèmes, non, j'essaye de pas le montrer. Je vis les choses quand même beaucoup intérieurement et pareil pour la blessure, quoi. J'ai vécu beaucoup ça aussi intérieurement, même. Je pense que des fois c'est pas les choses les plus recommandées mentalement, mais c'est comme ça que c'est un peu comme ça que je fonctionne, quoi. Aussi, même quand sur les skis, quand ça va pas, j'extériorise de plus en plus maintenant, mais ça reste toujours difficile parce que de notre côté, je me dis si c'est moi qui trouve la solution, c'est encore plus gagné que si c'est quelqu'un qui m'aide pour trouver la solution, quoi. Mais sacré caractère. Mais des fois ça met un peu des fois ça met un peu du temps, un peu plus de temps qu'il en faudrait, mais d'un autre côté c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Si c'est vraiment toi qui trouves la solution, alors là c'est vraiment quelque chose déjà qui te convient à 100%, parce que tu peux parler des fois des préparateurs mentaux, ils te donnent des solutions et c'est peut-être une de ces solutions qui va peut-être un peu t'aider, mais qui est peut-être pas une solution définitive, peut-être que tu peux retomber dans tes travers. Et tandis que quand c'est toi qui trouves un peu la solution et dire ok, quand j'ai fait ça ou ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a permis de passer à ça, et ben là c'est vraiment quelque chose que toi tu as trouvé toi-même et derrière c'est quelque chose qui est très stable et tu sais que tu peux réappliquer ça n'importe quand. Qu'est-ce que ça t'a appris cette période sur toi-même, si ça t'a appris quelque chose? Comme je dis, c'est difficile parce que c'est 2 ans qui sont passés très lentement et très vite en même temps. Parce que j'ai pas arrêté pendant ces 2 années-là, quoi. Mais après, ce que j'ai appris après sur moi, c'est qu'il y a aussi pas que le ski dans la vie. Je pense que c'était aussi quelque chose de... j'ai découvert plein de choses, des choses que passer du temps avec mes parents, tout simplement. Parce que moi, je suis parti de la maison assez jeune, j'étais tout le temps en stage, je revenais une semaine ou 2 à la maison et puis je repartais. Du coup, je passais 0 temps avec mes parents. Du coup, j'ai redécouvert mon père, j'ai redécouvert ma mère, ma sœur. Et c'était sympa de passer un peu des moments en famille, quoi. Et puis, comme je dis, le ski, il y a pas que ça, quoi. J'ai vu qu'il y a plein d'autres choses aussi qui sont vraiment sympas dans la vie. Mais après, je savais où était ma place et je savais où je voulais aller. Mais ça m'a aussi permis de relativiser et aussi de me poser que même si du coup si le projet ne fonctionnait pas forcément, que c'était pas non plus la fin du monde et qu'il y avait encore plein d'opportunités à côté. Alors, on parle souvent de rééducation physique et là il y en a eu pas mal, mais à quel point la rééducation mentale aussi peut être importante, parce qu'on imagine après la rééducation, on l'a entendu, ça prend du temps. Après, il faut remonter sur les skis. Il doit quand même y avoir et rester cette peur de se reblesser. En fait, ce qui est spécial, moi j'ai pas eu de préparateur mental ou de coach mental ou de psy ou quoi que ce soit durant toute ma revalidation. Comme je dis,
j'avais tellement le projet en tête que pour moi, il n'y avait pas de doute ou quoi que ce soit, quoi. Chaque petite victoire que je pouvais avoir sur mon parcours, bah, c'était vraiment ça de prix et qui était vraiment et du coup ça me remplissait de bonheur et voilà, ça me permet d'avancer, quoi. Et quand je suis revenu sur les skis, bah, c'est juste que je m'étais vraiment préparé avant de revenir sur les skis, moi-même mentalement, je sais pas comment, mais que je m'étais dit, t'as perdu déjà 2 ans, t'as déjà eu cette opération, si en plus tu reviens sur les skis avec de l'appréhension, laisse tomber, tu vas mettre 3 ans, 4 ans et c'est terminé. Quand tu es dans le sport de haut niveau, 4 ans disparu des radars. Déjà, quand je suis revenu, personne ne se rappelait de moi, alors que j'avais quand même marqué des points en Coupe du Monde à 18 ans. Mais du coup, je me suis vraiment promis que j'allais pas avoir d'appréhension, quoi. Je me suis dit, première journée, tu vas à bloc, quoi. Et si ça repète, ça repète. Le projet serait terminé, voilà, mais au moins si tu vas, puis comme on dit toujours, la meilleure défense c'est l'attaque, mais c'est une phrase banale, mais je pense que elle a vraiment tout son sens dans plein de sports, quoi. Et si tu vas un peu à reculons, ben en tout cas en ski tu skis un peu plus derrière, un peu plus sur la défensive, et c'est là que tu peux encore avoir plus de chances de te répéter le genou, quoi. Et non, M. Régin m'avait bien dit qu'il était solide, tout était bien. On avait fait, avant de retourner sur les skis, on fait quand même beaucoup de choses avant, hein, mais je m'étais dit que ouais, si ça devait repéter, ben, ça repéterait. Ce serait la fin. On était jusqu'au bout. Mais je me laissais pas trop le doute de l'appréhension ou quoi que ce soit, quoi. Je me suis vraiment dit, voilà, puis même si ça repète, le corps est quand même bien fait. Il était tellement pété que je suis quand même revenu. Alors s'il repète, il peut encore se reconstruire, quoi. Mais non, je me suis vraiment poussé ça au fond du crâne, et c'est pour ça que ça m'a permis aussi de rattaquer sans trop d'appréhension quand j'ai recommencé le ski, quoi. Après, il y a j'avais quand même toujours mal au genou, beaucoup de douleurs. Toujours maintenant, ça reste quand même très compliqué, hein, mais c'était limite plus un peu la douleur qui des fois pouvait me faire un peu plus mal, mais la peur de recasser, non, pas vraiment. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as cette impression de te sentir plus fort finalement, presque grâce à cette blessure, parce qu'on l'a compris, ça t'a vachement motivé pour revenir et sur les devants de la scène en plus. Tu sens que tu es plus fort aujourd'hui ? Mentalement, ouais, il y a on va dire c'est plus dans la vie de tous les jours, quoi. Avant qu'il y ait vraiment quelque chose qui me mette dans le fond de la malle, il faudrait beaucoup, quoi, hein. Mais c'est sûr que ça m'a, comme je dis, ça m'a appris qu'il n'y avait pas que ça, il n'y a pas que le ski dans la vie, il y a plein d'autres choses, et puis et que oui, on peut toujours se relever, quoi. Même j'ai plus trop j'ai toujours des moments de doute, ça c'est clair, dans tout sportif ils en ont, quoi. Mais plus le terme confiance, pas avoir confiance, ça c'est quelque chose qui me prête plus vraiment attention, quoi. Genre, j'attends pas avoir de la confiance pour ce qui est vite, quoi, ou quoi que ce soit. C'est pour moi, c'est très par exemple, voilà, typiquement cette année, je pense une de mes pires manches de Coupe du Monde à Lévis, et puis la semaine d'après, ici là, samedi passé, je fais mon premier podium en Coupe du Monde. Si je devais attendre la confiance, c'est sûr que j'aurais pas fait ça à Gurgel. Mais je pense que c'est plus ça qui m'a voilà, tout peut changer du jour au lendemain, quoi. Et il faut vraiment profiter de chaque journée aussi sur les skis, parce que ça peut s'arrêter, et il faut se donner un maximum, vraiment se donner une chance sur chaque journée de ski, et chaque journée en général, quoi, parce qu'il peut tellement se passer de choses, et je pense que je vis peut-être plus les choses pleinement maintenant depuis la blessure qu'avant. Alors, on l'a dit, tu étais jeune évidemment quand tu es arrivé en Coupe du Monde, et tu l'as dit, c'était plutôt assez rare. Comment justement on vit cette pression, qu'elle soit médiatique ou sportive d'ailleurs, parce que forcément, premier Belge qui marque des points en Coupe du Monde, les médias appellent, les médias sont là derrière. Comment est-ce qu'on gère tout ça, jeune, alors que finalement, avant, non pas que tu étais inconnu, mais forcément, on parlait beaucoup moins de toi ? On gère, peut-être que ça n'a pas été très bien géré parce que je me suis blessé un mois après, hein. Mais non, on gère comme on peut, hein. C'est sûr que quand c'est arrivé, je me rappelle le téléphone de ma mère. Moi, j'avais 18 ans, je n'étais pas le mec le plus sur mon téléphone à ce moment-là, quoi. En 2016, je pense que les jeunes étaient un peu moins sur leur téléphone que maintenant. Mais je parle comme si j'étais le taulier, mais non. Mais non, je pense qu'à l'époque, en 2016, ouais, les mecs de 18 ans étaient quand même un peu moins sur leur téléphone.
Et c'était beaucoup mes parents qui ont filtré les différents appels des différents journalistes et puis moi aussi qui aime pas mal parler aux différents journalistes. Mais c'était juste que il y avait beaucoup d'émotions à ce moment-là et je pense que c'était juste c'était juste énorme, quoi. C'était vraiment le mettre un premier pas dans ce monde de la Coupe du Monde qui est vraiment une élite à part entière dans le monde du ski. Et la pression sportive dans tout ça? Non, parce que je me suis dit, j'étais jeune. Je me suis dit, c'est ce que je me suis dit, t'es jeune, du coup, t'as encore plein d'occasions après, quoi. T'as encore plein d'occasions d'apprendre. Et c'est comme ça plus que je l'ai pris, quoi. Par exemple, entre les 2 manches, parce que en ski, c'est la première manche, il faut être dans les 30 premiers de la première manche et pour pouvoir participer à la deuxième manche. Et quand j'étais entre les 2 manches, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu bétonnes un peu? On appelle ça dans le monde du ski. Tu ralentis un peu pour être sûr de rentrer, arriver en bas de la deuxième manche et marquer des points. Ou alors est-ce que tu vas à fond? Et on verra ce que ça donne, quoi. Mais ça peut arriver que tu sortes et qu'au final, tu marques pas de points et tu seras pas le premier Belge à marquer des points en Coupe du Monde. Mais je me suis dit, dès que je me suis dit non, je me dis vaut mieux y aller à fond, prendre pleinement l'opportunité et la chance, parce que si j'ai réussi à le faire à 18 ans, j'arriverai bien à le refaire plus tard, quoi. C'est ça que les gens oublient peut-être, c'est qu'à 18 ans, tu étais vachement jeune pour marquer des points en Coupe du Monde. Et ça, c'est vrai, comme ça t'a mis du temps peut-être à revenir, les gens ont peut-être tendance à oublier de se dire, Armand Marchand, ça fait combien de temps qu'il est là? Est-ce qu'on est sûr qu'il va y arriver au final? Ouais, ça m'a un peu porté préjudice dans ma carrière. Dans ma carrière. Parce que j'ai 27 ans, je pense pas que je suis un vieux du circuit, mais c'est juste que j'ai marqué très tôt. On a beaucoup parlé de moi, de ces points-là, de ma blessure aussi. Et puis après, juste derrière, j'ai fait 5e après ma blessure, j'ai fait 5e en Coupe du Monde à Zagreb. Et derrière, il y a eu quelques années où j'ai eu des très bons résultats. J'ai quand même quasiment fait partie des 30 meilleurs mondiaux depuis 2020, quelque chose comme ça. Et jusqu'à maintenant, je fais partie des 30 meilleurs mondiaux. Du coup, c'est une grosse régularité. Mais comme dans tout sport, les gens, ce qu'ils retiennent, c'est les gros résultats. C'est pas faire plusieurs fois 15e ou dans les 10. C'est vraiment les proches dans le top 5 ou sur le podium. Et c'est sûr que là, au fur et à mesure des années, en tout cas sur les dernières années, j'ai vraiment vu qu'il y a beaucoup de gens déjà qui me pensaient beaucoup plus vieux. Quand je leur dis que j'ai 27 ans, peut-être c'est mon visage, je sais pas, peut-être que je fais ou ma manière de m'exprimer ou comme je disais avec le téléphone, ils pensent que si je raconte ces histoires-là, peut-être qu'ils pensent que j'ai grave de la bouteille, mais au final non, je suis encore jeune et il y a plein de choses aussi qui doivent se mettre en place. Pareil. 18 ans, t'es très jeune. J'ai loupé 2 ans de ski de mes 18 à mes 20 ans. Je pense que c'est des années où tu te construis de fou quand t'es jeune, surtout et en tant qu'athlète, c'est énorme, quoi. Et si j'avais pu skier en pleine possession de mes moyens à cette période-là, pouvoir faire les Coupes du Monde à cet âge-là, l'expérience que tu prends, t'es une éponge à expérience à ce moment-là, quoi. Et moi, je suis revenu. Boum boum, le genou moyen, la confiance, ça allait, mais bon, il fallait tout repartir et montrer dès l'année après la blessure que j'étais toujours que j'étais performant, parce que de nouveau aussi, c'est pas juste le fait de revenir, mais il faut montrer directement qu'on est performant, parce que on te laisse pas, l'ADEPS, les sponsors, les marques de ski ou quoi que ce soit, ils disent ok, ils te laissent le bénéfice du doute parce que tu as marqué très tôt, ils disent ok, le mec il est bon, mais tu disparais pendant 2 ans, ils disent ok, je suis sûr qu'ils me laissaient tous 1 an, et si après l'année il n'y avait pas des résultats marquants qui étaient là, c'était terminando, quoi. Et ça, justement, ça influe sur comment tu te sentais à ce moment-là, le fait justement peut-être de perdre tout ça et devoir recommencer à zéro au point de vue sponsor, parce que voilà, c'est vrai que sans ça, on imagine que c'est compliqué pour un athlète de haut niveau, et on le sait, dans le ski, c'est pas forcément ce qui court les rues non plus, surtout pour un Belge. T'avais peur de tout ça? On va dire que après, du coup, j'ai eu cette opération, les 2 ans sans ski. Et on est revenu, on a d'abord fait une demi-saison où j'ai recommencé à skier. Et puis après, on a refait un programme normal pour refaire une saison complète, quoi. Et ça se passait bien, mais c'est juste que non,
C'est difficile, ça remonte un peu aussi, mais j'y pensais. Je me disais, ok, je sentais au fond de moi, je me le disais pas, mais je sentais au fond de moi que j'avais qu'une chance. Tout le monde le savait aussi. Il y a quelques personnes qui m'ont aidé, qui devaient m'aider financièrement, quoi. J'ai encore eu des sponsors à ce moment-là qui étaient prêts à m'aider, et c'est grâce à eux que la machine a pu redémarrer. Tous mes sponsors, je garde quand même toujours un certain lien avec eux, parce que même s'ils me sponsorisent l'année et qu'ils arrêtent de me sponsoriser, ils m'ont vraiment aidé. Chaque sponsor m'aide vraiment dans mon parcours, parce que les instances belges d'Adept, ça m'aide aussi, mais ils m'aident pas assez par rapport à ce que coûte une saison de ski, parce que ça coûte extrêmement cher. Et puis pour revenir sur ma saison de retour, non, je sentais que c'était un peu mon one shot, et j'essayais de pas trop d'y penser, mais j'essayais surtout de me donner à fond. J'avais vraiment un peu les objectifs en tête. On a fait la préparation, puis après on est parti en Nouvelle-Zélande. Je savais que j'avais des courses là-bas, et le but c'était de marquer des bons points pour peut-être revenir sur la Coupe du Monde assez rapidement. Au final, j'ai fait des super bonnes courses, et j'ai pu directement revenir sur le circuit Coupe du Monde. Et dès mon premier départ Coupe du Monde après ma blessure, c'était à Lévis, et boum, je remarque directement des points, quoi. Du coup, c'était vraiment, au final, ça s'est passé ultra vite, quoi. Mon retour de blessure a vraiment été fulgurant, parce que de notre côté, peut-être que j'avais pas d'attente, quoi. C'est surtout ça qui tue beaucoup d'athlètes, c'est d'avoir des attentes. Moi, j'avais pas d'attente, j'étais juste, je savais ce que je devais faire, je savais mon niveau de ski, on savait tout, et j'avais aucune attente, et c'est là que souvent tu te livres à 100%. C'est quand tu as des attentes un peu que là, tu commences à skier avec la tête, on va dire, plus à l'instinct. Et c'est là que tu skis moins bien, quoi. Et est-ce qu'on arrive à garder du plaisir avec tout ça en tête? J'adore la compétition. Alors ouais, c'est un plaisir de... quand tu te bats, tu sens que tu reviens, que dès que tu rattaques à skier, tu refais des résultats et tout ça, c'est le plaisir, tu le prends là, quoi. Moi, en tout cas, c'est un plaisir que je prenais énormément à ce moment-là, quoi. Mais c'est comme je dis, c'est une vie très très particulière, et que j'ai vécue depuis tout jeune. Et pour moi, ça m'a pas choqué, ou ça m'a pas gêné de vivre comme ça. Ou en tout cas, moi, je prends mon plaisir là-dedans. Finalement, le podium de ce week-end, c'est un peu la récompense de tout ce qu'on vient d'évoquer jusqu'à présent. C'est sûr que il y a eu tellement de choses entre le début avec mes parents à 2 ans et demi dans les Vosges, et puis là ici ce podium à Gurgel, mais ça concrétise beaucoup d'années de travail, et aussi de doutes ou quoi que ce soit que j'aurais peut-être pu avoir sur mon parcours, quoi, parce que il y a des moments donnés, tu te dis que ça va être, c'est quand même compliqué. Pareil avec le genou, c'est quand même ça qui me freine le plus dans ma saison. Et tu te dis, est-ce qu'au final, avec l'état physique que j'ai maintenant, est-ce qu'au final, j'ai les capacités physiques, rien que physiques, même pas techniques, mentales ou quoi que ce soit, pour faire un podium en Coupe du Monde, ou pour vraiment faire partie du tout haut niveau, quoi. Et là, en fait, non, clairement, je peux l'être, et ça confirme aussi plein de choses. Ça confirme ça. Enfin, ça fait fermer aussi quelques bouches, parce que il y a plein de gens qui mettaient plus un clopec sur moi ici ces dernières années, parce que Romain Marchand, il dit qu'il a le niveau, machin, qu'il peut le faire, mais il le fait pas. Et je l'ai bien vu sur plein de sponsors, ou même d'autres personnes. Ouais, non, c'est bien ce que tu fais, machin, ouais, je vais sûrement parler de toi à lui ou lui, et puis au final, il n'y a rien qui se passe, quoi, parce qu'ils ont pas, ils se disent, ouais, parce que le projet, il est quand même un peu bizarre à la base, quoi. Un skieur belge qui veut être en tout haut niveau en ski alpin, sur papier, t'as plus l'impression que c'est une blague, ou c'est le début d'un film, quoi, ou ça va être une comédie d'un film, le nouveau film de Noël, mais pas forcément une histoire concrète. Mais non, au final, c'est bien réel, et moi, je le prenais pas là, comme une comédie. et c'est ça qui est pour certaines personnes, quand ils doivent aller parler à d'autres gens, ou peut-être des futurs partenaires ou quoi que ce soit, et expliquer un peu le projet, ça leur paraît un peu irréel, et pas très sérieux, quoi. Et tandis que maintenant, voilà, je pense qu'il y a un vrai acte très sérieux qui a été posé, et qui me légitimise jusqu'à la fin de mes jours en ski alpin, quoi. Quand tu passes cette ligne, justement, tu comprends ce que tu viens d'écrire pour la deuxième fois? Pas vraiment, parce que je suis neuf de la première manche. Pour revenir un peu sur la course, la première manche,
Je pars de Sarre 23, du coup une piste déjà qui a un peu marqué. Je fais une très bonne première manche, mais je sentais qu'au niveau matériel, il y avait moyen de faire un peu mieux. J'arrive en bas 9, assez surpris. Je me dis, bon, vu les sensations que j'ai eues, je pensais pas m'être aussi bien placé. Et puis deuxième manche, je suis au départ. Du coup, je pars vers la fin parce qu'en ski, c'est inversé. Celui qui fait le meilleur temps de la première manche part 30e de la deuxième manche. Du coup, moi, je partais 22, quelque chose comme ça. Et là, je vois Paco Rassat, le Français qui a gagné la course. Je le vois faire sa manche et je me dis, waouh, ça, c'est une manche qui doit être vraiment pas très, très loin du podium. Il était 14 de la première manche. Et il fait vraiment une énorme deuxième manche. Mais sauf qu'on était très, très serré sur la première manche. C'est pour ça qu'il n'y avait pas trop d'écart. Et je vois faire sa manche, je dis, bon, là, ça, c'est une manche qui ne doit pas être très loin du podium. Et je me dis, mais j'ai un peu d'avance sur lui par rapport à la première manche. Et je me dis qu'il y a moyen que je fasse même, voire un peu mieux que lui. Je pars super bien, je fais une petite faute qui a été pas mal de fois remontrée à la télé. Les gens doivent penser, c'est pas si dur que ça de faire un podium Coupe du Monde. Ils rendent tout à l'envers dans la pente. Mais ça, c'est la faute qui m'a peut-être coûté la victoire. Mais d'un autre côté, ça m'a permis, en faisant cette faute, je me dis, il faut vraiment que tu lâches à fond. Et du coup, avec des scies, on peut mettre Paris en bouteille. Mais là, après cette faute-là, je me suis vraiment livré à fond sur le bas. Et quand j'arrive en bas, je vois deuxième à 7 centièmes. Et je dis, si je loupe le podium pour 7 centièmes, là, ça va vraiment là, ça pouvait ouais, là, ça va vraiment faire chier, quoi. Et là, je vois que ça passe derrière, je vois que ça passe derrière. Et là, il restait 3 gars au départ. Et je me dis, ça va être chaud boum, là. Il y en a un qui passe derrière. Et là, il reste que 2 gars. Et je me dis, bon, ok, là, il y a vraiment peut-être moyen que ça joue. Et un Finlandais, il sort, il tombe. Du coup, c'était sûr que j'étais podium. Du coup, déjà énorme. Je me rhabille parce qu'il y a toute une cérémonie protocolaire. Et je me rhabille. Je vais attendre normalement, ceux qui sont sur le podium attendent le dernier au départ. Et là, je vois que le Norvégien, Atle Magraf, il passe juste derrière moi. Il est 3e à 9 centièmes. Du coup, le ski, c'est tellement serré. C'est 2 manches de 52 secondes. Je fais 2e à 7 centièmes et le 3e fait 3e à 9 centièmes. Et là, juste énorme, quoi. Il y a tellement de choses. Tu finis ta manche où tu t'es donné à fond, t'as l'adrénaline à 200, t'arrives quelques mecs après, boum, tu sais que t'es podium, t'as l'adrénaline qui réexplose, et puis t'as le podium, t'as les médias, et c'est juste que t'as un peu du mal à un peu retomber de ton nuage dans ces... C'est ça, on réalise pas de suite. Non, j'y pensais pas forcément à le fait que j'ai marqué l'histoire ou quoi que ce soit. J'étais juste tellement... j'avais tellement envie de vivre ce moment-là, quoi. Quand t'es sur les coups, je crois que j'ai fait 75 départs en Coupe du Monde. Chaque fois, tu regardes les mecs à l'arrivée monter sur le podium, tu te dis, putain, j'aimerais mettre là, moi aussi, quoi. Et là, à un moment donné, c'est toi qui est sur le podium, c'est toi qui arrose le champagne et qui fait les médias et qui a la coupe à la maison, quoi. Et ça, ça a pas de prix. Ça reste finalement je pense que c'est un peu des deux, mais c'est plus pour toi une victoire sportive, cette victoire-là, ou plutôt une victoire personnelle? Ouais, je dirais plus. Le sport en général, c'est personnel, quoi. Je pense que peut-être qu'il y a d'autres athlètes qui pensent différemment, mais pour moi, c'est vraiment une victoire personnelle sur tout le parcours, quoi. Après, c'est sûr que sportivement, c'est surtout quand je suis rentré à la maison, quand tout le monde m'attendait à Andrimont. Il y avait mon père a organisé un petit comité d'accueil à la maison avec mes amis, avec des amis à lui et tout. Et en fait, en vrai, on est rentré de Gurgel, on s'est levé à 4h du matin, on a fait les 8 heures de route, on arrive à la maison, et quelques heures après, il fallait que je reprenne la voiture pour aller à Bruxelles pour faire des médias avec la VRT et RTBF. Et sauf que j'étais crevé, quoi. Et là, je vois tout le monde. Et première réaction que je dis, ah non, putain, je suis mort, j'en peux plus. Et non, pas maintenant, quoi. Et au final, je suis sorti de la camionnette. Et puis là, j'ai vu tout le monde qui était tellement content. Toutes les émotions. J'ai vu plein d'amis à mon père, quand même des gros durs. Mon père faisait du motocross, qui tous pleuraient comme des madeleines en me prenant dans les bras. Et tu dis, ouais, ok, ça, c'est quand même pas rien ce que tu viens de faire, quoi. Et c'est là qu'on réalise aussi peut-être un peu à ce moment-là, quand on voit peut-être les autres vivre ça avec peut-être encore plus d'émotion. Ouais, clairement. C'est vraiment là que tu te dis, ok, t'as pas juste fait 2e en Coupe du Monde, t'as vraiment marqué l'histoire. Et puis aussi, c'est des amis à mes parents, ils m'ont connu
môme et maintenant, je marque l'histoire de notre pays et ça c'était quelque chose de très particulier pour tout le monde et tout le monde pleurait. C'était quelque chose d'assez émouvant et c'est là que tu te rends compte que tu as fait quand même, t'as fait du bon job. Alors, on dit souvent qu'un parcours, on n'avance pas, surtout un parcours de sportif, c'est rarement en ligne droite. Ta trajectoire à toi, tu la décrirais comment? Il y a eu, c'est montagne, c'est une montagne, voilà. C'est des grands sommets et des grandes descentes, quoi. Je pense que c'est vraiment comme ça. C'était pas, mais tant que ça monte à chaque fois de plus en plus haut, c'est le principal, quoi. Même s'il y a des grandes descentes, si derrière tu arrives à remonter plus haut que l'étape d'avant. Je pense que c'est ça l'important, c'est vraiment toujours, si tu attaques à régresser, et ben c'est là qu'il faut peut-être se remettre en question et arrêter, quoi. Mais en tout cas, moi, tant que j'ai une progression linéaire, on s'entend bien, en tout cas, que le step, à chaque fois que j'augmente, que je m'améliore, ben, je continue parce que c'est ça qui me drive au jour le jour. Et voilà. Pour terminer cette émission, parce qu'on arrive déjà à la fin, j'ai quelque chose pour toi. Je vais te tendre ce papier et ce bic. Et alors, je te propose peut-être de laisser un mot ou une phrase à celui ou celle qui sera notre prochain invité. Alors, la difficulté, c'est que tu ne sais pas qui sera cette personne, alors quelque chose que tu as envie de lui dire à un sportif ou une sportive d'aujourd'hui, puisque voilà, on sait que chaque histoire est différente et peut-être que la tienne et peut-être que cette phrase pourra l'en inspirer et on ouvrira la prochaine émission avec cette phrase. Je te laisse faire. Merci Armand d'avoir été notre tout premier invité. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Puis merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt avec un nouvel invité, une nouvelle émission. Merci à tous.